Donc, bienvenue. On va entamer maintenant la première séance plénière des conférences introductives sur la couverture sanitaire dans le monde. Juste une petite précision, les travaux de notre symposium sont retransmis en direct sur le site du ministère de la Santé, www.santé.gov.ma, sur la fenêtre RAMED 2015. La première séance plénière donc des conférences introductives sur la couverture sanitaire dans le monde, avec comme modérateur et présidé par M. Abdeslam Sidqi, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, avec M. Jalil Hazim, directeur général de l'Agence nationale de l'assurance maladie, M. Jalil Hazim, Jilali Hazim, M. David Evans, M. Recep Agdag, Mme Raymond Goudou-Kofi, avec également Mme Anne Nicolai et M. Thomas Lievans. La parole au président. Sabah al-Khair al-Jami', bonjour à tout le monde. Je suis particulièrement heureux, avec mon ami Si Hazim, de co-présider à cette première session qui est d'une importance capitale, car on aura des intervenants de choix, de haut niveau, d'anciens ministres, d'actuels ministres, de grands responsables dans le domaine de la santé. C'est vrai que nous avons été largement servis au cours de la session d'ouverture avec les discours. C'était plus que des discours, c'était vraiment des plateformes qui ont tracé et donné l'orientation, notamment en ce qui concerne l'expérience marocaine en matière de RAMED et de la couverture sociale et sanitaire en général. Le Maroc, depuis l'entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire en 2005 et du régime d'assistance médicale en 2003, a réalisé des progrès considérables. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout a été parfait. Nous avons certainement des imperfections. Nous avons aussi à apprendre des expériences des différents pays, que ce soit au nord ou au sud. On a parlé ce matin de bons élèves. Je crois que autour de cette table, autour de moi, je suis avec de bons élèves en la matière. Et par conséquent, je vais sans trop présenter les intervenants. Mais je ne peux pas ne pas dire quelques mots. Le premier intervenant, c'est M. David Evans. Je m'excuse de la prononciation. C'est un grand spécialiste de la couverture sanitaire dans le monde. Il a vraiment, je veux dire c'est un jeune retraité aussi. Il vient d'avoir sa retraite il y a quelques semaines. Il est toujours en forme pour travailler. Qui se présente comme étant un modèle vraiment pour tous les pays du monde, un modèle de référence dont nous nous inspirons également au Maroc. Il faut dire aussi, et tiens, en votre nom, à lui rendre hommage à l'effort qu'il a fourni pour venir assister avec nous. Il a aménagé son agenda, il est trop serré, vous imaginez, et égard à ses responsabilités, pour venir partager avec nous sur la couverture sanitaire universelle dans le monde. Il va nous quitter malheureusement juste après son exposé, parce qu'il a un avion qui l'attend. Et c'est bien dommage pour nous, parce qu'on aurait aimé qu'il reste un peu avec nous, parce qu'on voudrait apprendre des choses de lui. Mais il aura l'occasion, je l'espère, on aura l'occasion de le voir prochainement.
Donc, sans tarder, je vous donne la parole dans 15 minutes, pour 15 minutes. Monsieur le Président de la séance, Monsieur et Madame les ministres, Excellences, chers participants, c'est un grand plaisir d'être ici ce matin. Tout d'abord parce qu'on est au Maroc, et c'est un beau pays, mais aussi le Maroc a fait beaucoup de progrès au niveau de la couverture sanitaire universelle ces dernières années. Alors, le sujet de ma présentation, ça vient, oui, ça vient. C'est la couverture la couverture sanitaire universelle. Où sommes-nous maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je commencerai avec la définition, juste pour savoir comment on peut bouger plus vite. Puis, je discuterai le progrès au niveau mondial, les stratégies et les leçons qu'on a tirées de l'expérience de quelques pays ces derniers 5 ans. Et puis, je touche sur le progrès au niveau mondial, en particulier les objectifs du développement durable. C'est quelque chose qui nous concerne à l'avenir. Comme vous savez, l'OMS a défini la couverture universelle sanitaire à travers 2 éléments. Les 2 éléments, c'est premièrement s'assurer que tout le monde a accès aux services de santé dont ils ont besoin. Et ces services doivent être à une qualité suffisante pour produire l'effet qui est voulu. La deuxième partie, c'est de s'assurer que personne ne subit des problèmes financiers liés aux paiements directs, les paiements out of pocket en anglais, paiements directs pour les soins. Ces deux côtés sont importants. Équité dans l'utilisation de services de santé, ces services doivent être de bonne qualité. La protection financière, quand ils utilisent les services, et c'est pour tous, il s'agit de l'équité. On dit chez OMS que, alors j'utilise le terme « nous » dans le sens du passé, parce que je suis un jeune retraité. Il y a 2 semaines, j'ai pris ma retraite. Maintenant, je suis un académicien. Alors, si je l'utilise « nous » en disant que OMS, il faut m'excuser, mais c'est un passé assez récent. Mais chez OMS, on dit que la CSU, c'est quelque chose qui est important pour améliorer la santé, ça c'est clair, mais c'est quelque chose que tout le monde veut pour soi-même. Il fournit le sentiment de sécurité que les services de santé que les gens peuvent avoir besoin d'utiliser pour leur santé sont disponibles de bonne qualité à un prix abordable. C'est le vœu de tout le monde dans tous les pays du monde. C'est l'essentiel de la CSU et c'est quelque chose qui est vraiment a une valeur pour elle-même, même si ça contribue aussi à l'amélioration de la santé. C'est pourquoi on a suggéré, c'est important de l'inclure dans l'agenda post-2015. C'est clair que c'est plutôt un voyage qu'une destination. Toutes les choses changent tout le temps. Et il y aura des nouvelles technologies, il y aura des coûts qui sont plus élevés. La population change, les maladies dans la population changent tout le temps. Alors, il faut accepter que c'est quelque chose pour le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut
dit on va le trouver dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde le cherche, même les pays les plus riches. C'est un voyage plutôt qu'une destination. Tout le monde dit qu'il y a ce concept de la couverture universelle en santé ou la couverture sanitaire universelle. C'est lié à un concept un peu plus broad, plus large, que la protection. C'est mieux. La protection sociale en santé. La protection sociale en santé, c'est plus grand parce que c'est lié à la protection contre les risques quand on n'a pas d'emploi, si on est trop malade de travailler aussi. C'est plus large. La couverture sanitaire universelle, c'est une partie de ça. Et c'est plutôt le ministre de la Santé qui s'occupe avec ça. Mais la protection sociale en santé, c'est plus large. C'est le ministère de Travail, le ministère de Social Security, Sécurité sociale. Il faut travailler ensemble pour ce concept de protection sociale en santé. Ouais, c'est le... OK. Pour comprendre comment on peut aller plus vite, j'ai utilisé cette boîte magique. Vous l'avez vu plusieurs fois, je suis sûr. Mais l'axe de population, ça veut dire qui a besoin des services de santé. C'est toute la population. L'axe de service, c'est de quels services ils ont besoin et de quel niveau de qualité. Et l'axe vertical, c'est combien ça coûte, ces services. Alors, le volume de la boîte, le volume entier, c'est le coût de tous les services que tout le monde a besoin. Si on le laisse au marché, si tout le monde doit payer de leur poche, paiement direct, les riches, ils peuvent avoir les services qu'ils veulent et les pauvres, ils n'auront rien. Alors, c'est pourquoi on a la boîte bleue dedans. Tous les pays ont trouvé un moyen de mettre en commun les fonds pour assurer la couverture pour les pauvres aussi. Alors, c'est l'assurance maladie, c'est les services fournis par le gouvernement, mais c'est la boîte bleue. Le problème, c'est que... Non, je n'ai pas terminé cette fois. Si on voudrait remplir cette boîte, si on voudrait remplir, il a des choix. On pourrait aller à gauche pour couvrir plus de personnes. On pouvait réduire les coûts que tout le monde, l'axe vertical, que tout le monde doit payer de leur poche. Et on pourrait élargir le package de services, fournir plus de services ou améliorer la qualité des services en même temps. Next slide, please. C'est vraiment important que tout le monde s'agisse aux 3 axes en même temps. Rien ne sert d'avoir un bon système de protection contre les risques financiers si les services de santé sont inexistants ou de mauvaise qualité. Il faut s'agir simultanément sur les 2 composants, la protection contre les risques financiers et la disponibilité et la qualité des services. C'est une leçon qu'on a appris de pas mal de pays. Je reviens à ce sujet un peu plus tard. Progrès. Où on est maintenant? Oui. Suivons. En gros, il reste plusieurs de millions de personnes qui ne peuvent pas utiliser les services de santé dont ils ont besoin. On estime que peut-être 1 milliard de personnes ne peuvent pas
avoir les services dont ils ont besoin. Et pour les personnes qui utilisent les services, il y a plusieurs millions chaque année qui subissent les difficultés financières parce qu'elles ne peuvent pas payer pour les services dont ils utilisent. Alors, je vous donne quelques exemples. C'est un indice composant de la couverture de services de santé infantile et maternelle. Alors, l'axe vertical, c'est la couverture de 0 à 100%. Pour chaque pays, il y a 5 cercles. Alors, à gauche, c'est le quintal, le 20% de la population la plus pauvre. À droite, le 20% de la population la plus riche. Et la leçon de cette slide, cette graphique, c'est qu'on n'est pas où on voudrait être. Même après 15 ans de travail sur les maladies transmissibles, sur la santé infantile et maternelle, on n'est pas où on voudrait être. Vous voyez, les plus pauvres, on a un moyen de moins de 50% de couverture avec les soins dont ils ont besoin. Même après 15 ans de travail, après 2000, les objectifs millénaires. Il y a beaucoup d'inégalités aussi dans le monde. On peut voir la différence entre le plus riche et le plus pauvre. Ça existe partout dans le monde. Au niveau de personnes qui utilisent les services, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui. On trouve que pas mal de monde souffre les problèmes financiers. On a estimé qu'il y a 150 millions qui souffrent la catastrophique, les paiements catastrophiques chaque année. Ils doivent changer la façon de dépenses pour les ménages. Il y a 100 millions qui a poussé sous la seuil de pauvreté chaque année. Alors ça, c'est beaucoup qui doivent utiliser les services, doivent payer de leur poche et souffrent les problèmes financiers. Alors on est loin de cet idéal de la couverture universelle. Suivant, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent. Il y a des facteurs à l'extérieur du système de la santé, les social determinants, qu'on a dit, l'éducation, income, inégalité partout. Il y a des problèmes avec le système elle-même. Si on n'a pas les personnels, si on n'a pas les médicaments, si on n'a pas les facilities, les hôpitaux, les centres de santé, on ne peut rien faire, même si on a un bon système de financement de la santé, un bon système d'assurance. Cela dit, même si on est loin du but, il y a beaucoup de progrès. Je vous donne quelques exemples en utilisant le système de financement du système de santé. Suivant. Au niveau de disponibilité d'argent, on a fait beaucoup de progrès. On voit la différence entre 2000 et 2014 pour les pays, les pays de faible revenu, les pays moyens inférieurs, moyens supérieurs et les pays élevés, un income élevé. On voit que les disponibilités des fonds, des financements pour la santé est beaucoup améliorée ces dernières années, depuis 2000, même dans les pays de faible revenu. Ça triple dans un sens. Prochaine, suivant. Si vous vous intéressez à la différence entre les régions de l'OMS, on voit qu'il y a beaucoup de différences. La Méditerranée orientale en rouge,
c'est moyen dans un sens, mais c'est la région africaine et la région d'Asie du Sud-Est qui n'a pas beaucoup dépensé sur la santé. Mais tout de même, l'Europe dépense beaucoup plus que tout le monde au niveau de dépenses totales par personne par année. C'est dans un sens, ça contribue l'aide au développement par les pays riches, par les donateurs. Ça a contribué et on voit, si vous voyez le graphique bleu, c'est l'aide au développement en total, et en rouge, la ligne rouge, c'est l'aide au développement pour la santé. L'axe à gauche, c'est l'échelle pour les lignes bleues, l'aide totale, et l'axe à droite, c'est l'échelle pour la ligne rouge. Mais on voit qu'il y avait pas mal d'augmentation d'aide au développement depuis 2000. Mais cela dit, la plupart d'augmentation des finances pour la santé depuis 2000 sont venues du pays eux-mêmes. Ça vient de financement domestique dans les pays. La croissance domestique, c'était quelque chose de vraiment important. Suivant. Quelque chose de bonne nouvelle aussi, on voit que les dépenses out of pocket, les dépenses directes pour la santé, comme proportion, comme pourcentage des dépenses totales, ont diminué pendant ces derniers 12 ans aussi. Il y a une forte diminution de pays, de dépenses out of pocket, en particulier dans les pays de faible développement. Vous pouvez voir le graphique. C'est important parce que c'est ce truc qui est très lié à l'approvisionnement en santé, pour pays, pour la santé. C'est de bonnes nouvelles. Suivant, s'il vous plaît. Mais on voit dans pas mal de pays, même dans la région, la proportion de paiements directs dans les dépenses totales reste assez élevée. Et j'accepte que les données, les enquêtes des ménages sur lesquels ces données sont basées sont un peu vieux. Et c'est important de continuer d'essayer d'améliorer ces données, parce qu'on ne peut pas savoir si le remède ou si le système d'assurance maladie a amélioré le problème si on n'a pas les données assez récentes. Alors c'est important de continuer de trouver les données comme ça. Suivant. Mauvaise nouvelle dans un sens, on ne voit pas que les gouvernements partout donnent plus de priorité à la santé. C'est la dépense d'administration publique en santé comme pourcentage des dépenses d'administration publique en total. On ne voit pas beaucoup de changements ces dernières années. Alors, l'augmentation des dépenses sur la santé est venue de la croissance économique dans les pays. Ce n'est pas parce que les pays ont donné plus de priorité à la santé. Et c'est un peu inquiétant parce que c'est possible de le faire, de dépenser mieux quand on a une bonne croissance de l'économie. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'y a pas autant de croissance dans l'économie? C'est quelque chose qui est un peu inquiétant. Suivant. Les leçons de l'expérience, on dit tout le temps que les pays doivent trouver leur propre voie, mais à la fin de ce dispositif, on trouve qu'il faut avoir la capacité de regarder l'expérience des autres pays
d'interpréter les expériences de ces pays et s'adapter au contexte national. Et c'est quelque chose il faut les donner raison, mais il faut la capacité, il faut continuer de réfléchir. Où sommes-nous, où on voudrait aller. Continuez. OK. On a un objectif sur la santé dans les objectifs de développement durable. C'est bon. Suivant, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est qu'on a 13 cibles, s'il vous plaît, si vous pouvez le dire comme ça, pour la santé. 13. Il y a pas mal qui est spécifique à une maladie, et c'est le CSU qui est le seul qui est transversal dans ce sens-là. C'est important parce qu'on ne voudrait pas avoir la verticalisation de la santé comme on a eu dans quelques pays ces derniers 5 ans. Et en ce moment, l'ONU, il essaie de réduire les indicateurs pour chaque cible à un indicateur par cible. C'est vraiment difficile. Et si pour la couverture universelle en santé, qui a les deux côtés, la couverture avec les services et la couverture avec la protection sociale, si on essaie de trouver qu'un indice, un indicateur, ça sera vraiment difficile pour l'avenir. Et c'est quelque chose pour les pays qui sont ici, pour suivre à New York maintenant, qu'est-ce qui se passe ces prochains jours à New York. C'est important de garder ce CSU là-bas. Alors, désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Evans, pour votre contribution fructueuse. L'essentiel pour nous, dans ce débat, qui a commencé d'ailleurs lors de la conférence nationale de la santé à Marrakech, sur la couverture universelle, l'essentiel c'est de savoir comment les autres pays qui ont réussi. Il y a des exemples qui ont réussi. La Turquie qui est présente avec nous, et d'autres pays, comment ils ont pu rattraper le retard en faisant la cohérence entre la couverture du risque maladie par des mécanismes d'assurance et d'assistance, et comment ils ont pu effectivement régler ce problème de non-abondance de l'offre de soins dans un cadre rationnel qui assure l'équilibre. Donc, sans tarder, je voudrais demander à Monsieur le ministre de présenter le deuxième intervenant, et je vous remercie. Effectivement, j'ai le plaisir de présenter le deuxième intervenant, qui n'est autre qu'un grand professeur et un grand responsable qui a assumé des responsabilités dans son pays, la Turquie, en tant que ministre de la Santé, pendant pas moins de 11 ans. C'est lui qui était l'artisan de la réforme de la santé. Et je crois que c'est derrière chaque œuvre, il y a des hommes. On peut dire que le professeur Recep Akdak, il est fier, on est fier avec lui d'avoir réussi cette entreprise ô combien importante et généreuse pour le peuple turc, il va de soi, mais aussi pour tous les peuples qui veulent s'inspirer, échanger des expériences, notamment des expériences réussies. Je crois que actuellement, la Turquie est un modèle, qu'on le veuille ou non, un modèle en matière de développement, comme en matière de la santé. On ne peut pas réussir dans un domaine qui est la santé si on ne réussit pas dans la problématique de développement. Et le développement, dois-je le répéter et le dire, enfin, c'est un grand économiste célèbre à qui on a demandé de définir le développement. Il l'a défini par un seul mot. Le développement égale la santé. On ne peut pas prétendre au développement si on ne résout pas la problématique de la santé. Car la santé, c'est le droit fondamental de l'être humain, de l'homme. Actuellement, bien sûr, il n'est plus ministre, mais il occupe toujours des responsabilités aussi importantes, puisqu'il est consultant à la Banque mondiale et il est enseignant
À vous la parole, cher ami et cher ministre. Good morning, everybody. It is a great pleasure for me to be here with you and share our experiences in Turkey towards universal health coverage. Okay. I oversaw a great health transformation program in Turkey more than 10 years. And at that time, we achieved a great health transformation program in our country. Today, I will present our journey in terms of universal health coverage from the beginning, from the ethical approach to the final goals and sustainability. You all know that universal health coverage is defined as access in an affordable way and in equity for all the people. Next, please. We published our results in the journal Lancet, and it says that Turkey achieved universal health coverage that substantially reduced inequalities in health financing, health service access, and outcomes. To be able to understand what we did in Turkey, it is better to look at the final goals, performance goals first: health status, public satisfaction, financial protection, and at the end, sustainability. In 1998, WHO estimated life expectancy in Turkey to reach 75 years in 2025. We achieved that goal in 2009. You see that number of years gained within 10 years is much higher than some other group of countries in terms of life expectancy during our journey of health transformation program. It is the same for maternal mortality ratio. Decrease in maternal mortality ratio. Next, please. And next, please. It is the same for infant mortality rate. We decreased the maternal mortality ratio and infant mortality rate very sharply within just 10 years of time. Next, please. Satisfaction studies in terms of public services, and you see that satisfaction from health services increased from 39% to 75% within 10 years. Next, please. With reasonable amount of money spent, you see that we have a higher patient satisfaction with very less expenditures. It's very important that Turkey's position is unique in terms of that relationship among many countries. Next, please. Probably this slide is the most important slide of mine at this presentation. It shows catastrophic and impoverishing health expenditures. It's very important to protect the people from harmful effect of financial expenditures. And if you claim that you made a reform, you have to show that you decreased catastrophic and impoverishing health expenditures. We decreased both of them 6 times during our health transformation program. Next, please. You all know that health policy is like a cycle from diagnosis to evaluation. Next, please. And it is very important to investigate what the current status, what the context is. Because there is no blueprint for any country. You have to know, very well know, the context of your country and to prepare your action plans. So receptivity of change of the public is very important. Openness and responsiveness on the public side is crucial for your reform.
Next, please. An adaptive leadership approach is one of the most important tools to be able to make a real transformation, because it needs to work with the people, with the problem, and then to learn new ways instead of applying some current know-how as authorities. And of course, it creates some kind of resistance from many oppositors. Next, please. So we put the government at the service of our citizens. It was a fundamental shift in Turkish political culture. Next, please. So how to obtain public support? How we can obtain public support? It is necessary to have sincere and honest intention and approach. I believe that public will feel your intention and respond accordingly. So public support is the most important tool for any government which wants to take a reform initiative in democracies. So accountability is very important, but to whom accountability? To me, the accountability to yourself first is very crucial from your ethical standpoint and from the goals you set. And the accountability to public, which is major stakeholder, is very important. Next, please. So of course you will have some supporting side and some opposition side. Thanks God that I had the support of the public and Prime Minister at first, although I had many other oppositors at the beginning of our health transformation program. So if you have the support of the public and trust of the public, and if you have, then you will have the support of the high-level politicians, including your cabinet members, including finance minister. You know that finance ministers and treasury side are the most important part for your health transformation program. Next, please. What were all of them at that time? I mean, it's given me one of our patients, an old man, in front of the old workers' union hospitals. It was a very hot day when I visited the province. All of them was, needed to reimburse just $6 to $7 of diabetic strips for blood glucose level. It was very difficult for that man at that time to collect all of them just to reimburse small amount of money. But unfortunately, the situation was like that at that time before our health transformation program. And our system was very complex and underachieving health system, fragmented and inefficient, with 5 different health insurance schemes, gaps in coverage, inequitable benefit packages, all with limited access due to the limited public resources, dual practice and red tape, and high rate of catastrophic health expenditures, lack of effective services, gaps between East and West, rural and urban. So we created an urgent action plan at the beginning, because you have to get the public support first, and then you can find enough time to prepare your strategic planning and action plan with continuous evaluation with a timetable. So it was my, could you please, next one, okay. It was my first decree in my first day in the office. Unfortunately, at that time, there was a bad behavior. Hospitals kept the deceased newborn babies, even sometimes treated adults in the hospitals like kidnapped people until the family paid a bill. It was totally against human rights, totally against our constitution, totally against the law, but it was just tradition. So there was necessary just to be
decisive enough to change it. So if you carry out things like that, you can get the public support, and you can, next please, you can prepare a comprehensive strategy. To me, it is very important to have a comprehensive strategy in terms of health system, because all the components of any health system are closely related to each other. I mean, you have to make a transformation for finance side, for provision side, even for the social determinant side. Otherwise, I believe that you will not success. So it is very important to deal with all aspects of the system. Next, please. And next one. Next one. Okay. So we created such a system that we have now a social security institution. It make contracts for the health service providers, and it is subsidized, supported by government, and the money, collected money, comes from individuals and government together. To me, the word deficit in terms of health insurance is unnecessary word, because if you look at some countries like the United Kingdom, like Canada, they finance all the health expenditures from their tax revenue-based budget. So it is very reasonable to collect money from general budget and from the premiums, from the co-payments of the people, and then purchase all the services. Next, please. So, of course, we implemented many things within 10 years of time. It is not possible to give all the details here because the time is limited, but we increased patient rights. We protect our people in terms of financial hazards, and all the people easily access to all the services, including emergency transport and care, primary health care, secondary and tertiary care, and rehabilitation and palliative care. So we conducted many surveys by international organizations and universities. Next, please. And our total health expenditures, of course, increased, but they are closely in parallel with our GDP. It is very important. Of course, you have to spend more money, but it should be parallel, in parallel with your GDP and your budget. Next, please. And it was, next, please. It was this same for the overall expenditures. 77% of overall expenditures are coming from government sources, from social security institution and government budget. Only 15% of people spend money from out of budget for their health expenditures now. Next, please. Next, please. Next one. But still we have some risks, of course, especially low health literacy and obesity and inactivity are the most important problems for our future health situation and health care. And you never forget that success can make you blind. Next, please. So WHO, in a report in May 2012, say that it is possible to achieve major improvements in health system performance in a relatively short period of time under the right conditions. I believe that Morocco will achieve a lot in very near future, as she achieved in last a couple of years. Thank you very much. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation très riche en enseignement.
En fait, la Turquie n'est pas allée par plusieurs chemins. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a été très présente comme expérience dans notre étude. L'étude qui a été réalisée par le ministère de la Santé pour mettre en place la couverture médicale, l'assurance maladie obligatoire pour les indépendants. Parce qu'en Turquie, ils sont allés directement vers la caisse unique, comme ça a été présenté. Et même la population active qui ne peut pas assurer, et je parle sous le contrôle du ministre, qui ne peut pas assurer un revenu régulier, une cotisation régulière, c'est de l'ordre de 25%, arrive à bénéficier quand même dans le cadre de la solidarité de la caisse unique. Ça, c'est très important pour faire jouer le jeu de la solidarité. 15% uniquement de la population qui contribue, qui continue à apporter une contribution directe par rapport à 54% chez nous. Le médicament, etc. Donc les efforts louables qui ont été réalisés par la Turquie en très peu de temps, parce qu'ils ont visé 2025, ils ont réalisé ça en 2009, ça veut dire qu'ils sont allés par le meilleur chemin possible et rationnel. Et malgré tout ça, la population n'est jamais satisfaite à 100%, comme vous l'avez remarqué. Donc les réformes dans les systèmes de santé, même les systèmes de santé qu'on peut réaliser, sont toujours trop lourdes, trop longues et continues. Et par conséquent, il faut toujours maintenir l'effort. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas uniquement au niveau de la Turquie, au niveau même dans d'autres pays en Europe, en Belgique par exemple, que l'État continue à être présent par des financements alternatifs ou des soutiens ou des subventions, même s'il y a une caisse unique de l'assurance maladie. C'est très important, donc le rôle de l'État aussi, et l'implication des citoyens et la confiance des citoyens pour la réussite des réformes est très édifiant dans cette expérience. Je vous remercie encore une fois pour cette présentation pleine d'enseignements et je repasse la parole à Monsieur le ministre pour présenter le troisième. Vous êtes vraiment généreux, Monsieur Hazim Al. Merci. Effectivement, le troisième intervenant n'est rien d'autre que une personne à ma droite, mais je crois qu'il a le cœur à gauche. C'est madame, c'est madame Raymonde Goudou, Kofi, c'est ça, Kofi? Je prononce bien. Elle est ministre de la Santé dans un pays que nous connaissons bien, un grand pays ami, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Wama adraka ma la Côte d'Ivoire. Ça, je ne peux pas le traduire en français. C'est un pays ami avec lequel nous avons une coopération multiforme, multidimensionnelle, qui porte pratiquement sur tous les volets, à la fois économique, social et bien sûr politique. Très bonne relation, des visites multiples de Sa Majesté le Roi en Côte d'Ivoire. Madame la ministre, on m'a dit que c'était une ministre très très active, et ça se voit d'ailleurs. Et je me demande si elle n'est pas la ministre la plus populaire en Côte d'Ivoire, comme du reste, à l'instar de notre ministre de la Santé. Avant de vous donner la parole, Madame la ministre, rassurez-vous que je vous réitère tout notre soutien, le soutien du gouvernement marocain pour l'effort que vous déployez, tant au niveau de la mise en place des lancements de la couverture sanitaire dont vous êtes chargé. Et nous sommes sûrs que grâce à votre dynamisme et à votre engagement, et à l'engagement du peuple de Côte d'Ivoire, vous allez réussir dans cette entreprise que nous allons faire. On est dans le même bateau. La réussite du Maroc, c'est une réussite de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Soit on réussit tous ensemble, soit qu'à Dieu nous plaise. Donc, nous avons un destin commun. C'est l'Afrique, je crois, commence à émerger. Et il va peser de tout son poids dans la balance mondiale. À vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de présenter les remerciements de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour avoir invité la Côte d'Ivoire à travers ma modeste personne à participer donc à ce symposium et en profiter devant tout cet auditoire et saluer son Altesse,
le roi Mohamed VI. Je crois qu'on dit que Dieu l'assiste, Sa Majesté. Et on dit, je crois, que Dieu l'assiste. C'est ça, voilà. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, la Côte d'Ivoire et le Maroc développent des relations qui ne sont plus des relations sud-sud, qui sont des relations fraternelles, de coopération intense, et qui justifient aujourd'hui ma présence ici avec l'invitation de mon frère et ami, le ministre de la Santé du Maroc. Alors la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont peut-être entendu parler et qui ne savent pas exactement comment situer ce pays, c'est un pays qui a une superficie d'environ 332 000 km² entre le Ghana, le Burkina, le Mali. Et par rapport à cela, c'est un pays qui, pendant une bonne douzaine d'années, a connu une crise. Et puis, bien sûr, lorsqu'on a des crises, je ne sais pas si on pense à investir plus particulièrement dans la santé. En tout cas, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu un non-investissement dans le domaine de la santé. Et lorsque son Excellence, M. Alassane Ouattara, est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, le système de santé était totalement défaillant. Mais nous avions quand même un excellent héritage en termes d'infrastructures sanitaires, parce que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, avait vraiment investi dans les infrastructures sanitaires. Donc, on a un héritage qui date de plus d'une trentaine, quarantaine d'années, avec de bonnes infrastructures, une bonne pyramide sanitaire, des CHU. On a 4 CHU en Côte d'Ivoire, 3 dans la région d'Abidjan, 1 à l'extérieur dans le centre. Ensuite, la phase intermédiaire, on a les hôpitaux généraux et les hôpitaux régionaux. Et nous avons les ESPC, c'est-à-dire les établissements sanitaires de premier contact. Voilà, donc voilà un peu l'architecture des infrastructures sanitaires en Côte d'Ivoire. Alors évidemment, lorsque vous passez par une crise comme celle que la Côte d'Ivoire a connue, évidemment, la première chose qui disparaît, vous conviendrez bien avec moi, c'est bien le plateau technique. Alors, le président de la République s'est dit, je promets aux Ivoiriens une couverture maladie universelle. Mais une couverture maladie universelle, comment faire donc pour commencer et mettre en place cette couverture maladie universelle? Pour démarrer, il s'est dit, au sortir d'une crise pareille, il faudrait peut-être que les populations puissent sentir cette assistance, n'est-ce pas, ce soutien sanitaire. Donc, il a proposé une gratuité généralisée au départ, qui a pris pratiquement 2 mois, et après, une gratuité ciblée. Ciblée vers la mère et l'enfant, ciblée vers l'accouchement naturel, normal, la césarienne, le paludisme, la prise en charge du paludisme pour la femme enceinte, pour l'enfant, et même d'ailleurs pour les adultes. Et on s'est rendu compte que c'était effectivement extrêmement lourd pour un pays qui sortait de crise, extrêmement lourd de prendre toute une population en charge sans une assurance maladie qui puisse justement compenser un tout petit peu. Et lorsqu'on regarde un peu l'environnement de la Côte d'Ivoire, donc en 2011, lorsqu'on essayait de sortir de cette crise, on s'est rendu compte que le taux de paupérisation est effectivement très élevé. Alors, le président de la République décide de mettre en place donc cette couverture maladie universelle à 2 volets, avec 2 responsabilités. C'est-à-dire un volet qui s'occupe de l'architecture de la couverture maladie universelle, c'est donc le ministère en charge de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, qui est donc chargé de gérer donc cette architecture à travers donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Je suis donc avec justement le directeur de cette Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été donc installée en 2014, qui a été mise en place en 2014, et qui donc va servir à mettre en commun cette architecture, et puis également l'achat, bien sûr, des services de la couverture maladie universelle. Et puis l'autre volet, c'est la responsabilité du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, qui va s'occuper donc de l'offre de soins, du panier de soins, et permettre ainsi d'identifier assez rapidement les infrastructures sanitaires qui seront éligibles, n'est-ce pas, dans la première partie de la mise en place et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette couverture maladie universelle? Eh bien, elle concerne tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Et elle est même obligatoire.
elle est même obligatoire et elle a pour une partie contributive qui est de à peu près 1 euro et ça fait disons 1000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, donc 1 euro, ça fait 675 francs CFA. Donc pour 1000 euros, on va avoisiner à peu près 1,5 euro, 1,6 euro à peu près, si je ne me trompe pas. Et donc, par personne, n'est-ce pas, et à partir des enfants de 5 ans. Donc, voilà la partie contributive. Et je vous disais tout à l'heure d'entrée de jeu qu'au sortir d'une telle crise, évidemment, le nombre d'indigents et le nombre de jeunes, surtout parce que la population ivoirienne avoisine les 23 millions d'habitants depuis le dernier recensement, et donc avec une très forte population de jeunes. Et donc, malheureusement, ces jeunes-là, un bon nombre, sont au chômage. Alors évidemment, vous pensez bien que lorsque nous allons commencer, là, bien sûr, à identifier la partie des indigents, ce sera bien sûr une partie que je suppose qui sera extrêmement importante, mais cela va nous permettre, n'est-ce pas, de lutter contre la mortalité maternelle infantile qui, au sortir de la crise, a voisiné à peu près, selon l'EDS 2012, les 614 pour 10 000. Donc ça fait beaucoup, pour 100 000, pardon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et c'est une des options que nous avons prises pour permettre, bien sûr, aux populations de pouvoir accéder très rapidement. Alors, quelle est la frange de la population qui va avoir accès? Et je suis d'accord avec vous lorsque vous disiez, et d'autres interlocuteurs, on dit que la couverture maladie universelle prend des années. Je veux rebondir sur ce que vient de dire mon prédécesseur. J'ai cru entendre parler de plus de 10 ans. Alors nous, on commence à peine. L'enrôlement s'est fait par le président de la République le 30 décembre 2014. Actuellement, nous sommes à la phase d'enrôlement des populations pour l'accès à la carte, n'est-ce pas, de la couverture maladie universelle. Et d'après ce que m'a dit tout à l'heure le directeur de la CNAM, il me disait que nous sommes aujourd'hui à pratiquement 6500 personnes qui donc, se sont fait enrôler depuis donc, le mois de décembre. C'est quand même quelque chose d'assez encourageant pour une population de 23 millions. Je pense que nous allons très vite arriver à une adhésion totale des populations. Alors, vous avez abordé un volet qui m'intéresse plus particulièrement, c'est justement la mise à niveau de nos infrastructures sanitaires. C'est extrêmement important parce que ça fait partie intégrante de l'accessibilité des populations aux soins. Parce que ce n'est pas possible d'envisager une couverture maladie universelle, et ça, plusieurs l'ont dit ici, le président également de séance l'a dit, ce n'est pas possible si nous ne revoyons pas l'amélioration des différents plateaux techniques. Et une des options qu'a choisi justement le ministère de la Santé, c'est de faire en sorte d'identifier, donc de faire valider la carte sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire. Cela a été validé en Conseil des ministres, c'était un décret. En Conseil des ministres, c'est passé et nous avons pu identifier toutes ces infrastructures sanitaires à remettre à niveau, celles qui sont éligibles pour la CMU, c'est fait, en tout cas pour la première partie de la mise en œuvre de la CMU, puisqu'on est tous d'accord ici que c'est quelque chose qui va se faire par palier, progressivement, pour justement, nous allons profiter des expériences de tout ce que nous avons entendu ici. Et c'est ça qui fait la force de ce type de rencontre. J'ai entendu beaucoup de choses. Au début, j'étais un peu découragée. Lorsque j'entends qu'on me dit ça met 10 ans, ça met 15 ans, je dis Alléluia, Inch'Allah donc pour d'autres. Mais effectivement, c'est un bonheur pour nous qui sommes ici parce qu'on se dit on va y aller progressivement parce qu'il faut que toute la population ivoirienne puisse bénéficier de cette couverture maladie universelle. Alors la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est qui va bénéficier d'entrée de jeu. D'abord, ceux qui sont bien organisés. Alors, je voulais vous dire que par rapport à cela, nous avons en Côte d'Ivoire une expérience extrêmement positive de la mutualisation. Alors, il existe la mutuelle des fonctionnaires, disons, au niveau étatique, au niveau du public. Nous avons la mutuelle des fonctionnaires, nous avons la mutuelle de l'armée, la mutuelle de la police, et autres.
Et puis, nous avons du côté du privé une structure qui marche extrêmement bien, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale, avec bien sûr la Caisse des retraités. Donc, du côté privé, il y a toute cette expérience qui marche bien et sur laquelle nous allons bâtir la couverture maladie universelle. Et c'est la raison pour laquelle les premiers identifiants dans la première mise en œuvre de cette couverture maladie universelle, ça va être bien sûr tous ceux qui sont bien organisés. Alors, les agriculteurs chez nous, dans le cadre du palmier à huile, de l'EVA, du vivrier, sont extrêmement bien organisés, avec un listing bien précis, et l'expérience va commencer avec cette frange de la population, en attendant que, petit à petit, nous puissions faire profiter toute la population ivoirienne. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails qu'ont donné les autres. Je pense que c'est l'identification, ce que nous avons fait actuellement concernant donc, je veux dire, l'offre de soins. C'est un peu partout pareil. Alors, par contre, je voulais revenir sur quelque chose, c'est que lorsque nous avons fait l'état des lieux de la mise en œuvre de cette CMU, qui a été réalisée donc en 2013, alors nous avons, je vous ai dit tout à l'heure, mis en place la carte sanitaire, n'est-ce pas, au niveau des infrastructures sanitaires. Nous avons également mis en place la carte des ressources humaines. Cela nous a permis de voir aujourd'hui, et je pense que c'est un peu pareil, j'ai dû échanger avec mon collègue du Maroc, il y a une sorte de disparité au niveau des ressources humaines que l'on constate. Une très forte concentration des ressources humaines dans le sud, c'est-à-dire dans la capitale administrative, n'est-ce pas, économique, et puis dans les autres régions, malheureusement, peut-être cela est dû également au fait que certains plateaux techniques ne sont pas tellement à niveau, une sorte de démotivation du personnel de santé après cette longue crise. Et tout ça, nous y travaillons pour que justement, au moment où la mise en œuvre de cette CMU sera effective, que nous puissions avoir l'adhésion du personnel de santé et des agents de santé. Et je dois vous dire également que nous avons procédé à la codification des pathologies de la CMU avec la liste des médicaments remboursables. Tout ceci, nous l'avons déjà fait. Et puis également, nous avons procédé, c'est ce que je voulais vous dire, à la codification des actes de santé. Alors, le dernier document de santé, de médecine et de biologie, alors c'est pour vous dire que cette codification des actes de santé était extrêmement importante parce que celle que nous avions, ce dont nous disposions, datait de 1955. Plus vieille que moi. Vous imaginez, et Dieu seul sait que je ne suis pas très jeune. Alors, donc, vous imaginez bien que c'était nécessaire que l'on puisse refaire tous ces éléments qui entrent donc dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Alors, il y a un élément également qui est très important, je vais pas déborder sur l'heure, bien que le sujet soit extrêmement important. Il y a également une étape que nous sommes en train de franchir, c'est l'informatisation de nos différentes structures sanitaires en passant par le dossier patient informatisé. Nous avons fait un projet pilote qui est extrêmement intéressant et nous pensons que c'est tout ça mis bout à bout, hein, puisque on nous a demandé d'intervenir sur l'état d'avancement de la mise en place de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Donc c'est tous ces éléments-là mis bout à bout. C'est cette, j'allais dire, cohésion de travail entre le ministère en charge des Affaires sociales et le ministère de la Santé. C'est toute cette mise en commun qui va nous permettre très rapidement de faire cette mise en œuvre et puis de permettre à la population ivoirienne de pouvoir goûter à cette accessibilité, n'est-ce pas, au financement des soins mis à leur disposition par le gouvernement ivoirien. Mais je tiens à préciser avant de conclure que c'est extrêmement intéressant d'entendre les différentes expériences de ceux qui, depuis de longues années, n'est-ce pas, éprouvent cette couverture maladie universelle. Nous, on essaie de la mettre en place. Alors évidemment, avec beaucoup d'humilité, je sens que nous allons partir d'ici avec beaucoup d'atouts qui vont nous permettre, avec le ministère en charge des Affaires sociales, d'accélérer le processus. J'ai beaucoup apprécié la communication de la Turquie, n'est-ce pas, et l'expérience du professeur qui vient de partir. Et je voudrais encore une fois
vous dire que ce sont des expériences extrêmement intéressantes et la coopération que nous avons établie avec le Maroc depuis la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire et celle que le président de la République a effectuée dernièrement, et Dieu merci, je faisais partie de la délégation. J'ai pu signer avec mon collègue du Maroc une coopération, n'est-ce pas, bien formelle qui va nous permettre de développer tous ces acquis du ministère du Maroc, mais également, pourquoi pas, profiter de quelques expériences de la Côte d'Ivoire en termes donc de prise en charge des malades. Pourquoi pas? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour votre intervention très importante. Merci aussi pour avoir fait le déplacement pour assister avec nous à ce symposium. Et surtout, merci pour avoir honoré de votre présence la signature tout à l'heure de la Convention. Je voudrais vous faire une annonce. Dans le cadre de la politique de coopération que le Maroc a avec la Côte d'Ivoire, je viens de signer avec mon ami Karim, qui est le directeur qui est ici présent, directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un jumelage entre l'ANAM et la CNAM de la Côte d'Ivoire pour effectivement échanger l'expérience, faire des formations ensemble, etc. Nous l'avons fait dans le salon VIP. Madame la ministre nous a permis effectivement de connaître un autre système qui est en train de se développer et de manière rapide. Et c'est édifiant dans la mesure où ils ont choisi la séparation des deux fonctions, financement et prestation de soins, pas uniquement au niveau institutionnel, mais même au niveau politique, parce que c'est deux ministères, bon, parce que l'assurance maladie est sous la tutelle du ministère, comme ça a été dit, de l'emploi. Donc, c'est un exemple édifiant. Ils ont choisi aussi un chemin très important, que je considère personnellement très important, en adoptant une cotisation forfaitaire, quel que soit le revenu et quelles que soient les catégories. C'est 1,5 €, c'est 200 dirhams, l'équivalent de notre monnaie, 200 dirhams par an, moins qu'une contribution d'un ramidiste par an. 1,5 € par mois. 1,5 € par mois, c'est 200 dirhams par an. C'est moins que la contribution d'un ramidiste en situation de vulnérabilité, 120 dirhams. Par personne. Donc ça, c'est important. Je considère que c'est important, le fait d'adopter un tel mécanisme, parce que ça permettrait d'aller rapidement vers la couverture des différentes catégories, sachant que nos pays sont caractérisés par l'économie informelle, et c'est ce qui retarde généralement l'extension de l'assurance pour les indépendants. Chez nous aussi, nous avons longuement réfléchi sur cette question, et dans le cadre de ce schéma, nous sommes en train de proposer pratiquement la même chose, mais à l'intérieur de chacune des catégories socio-professionnelles. Merci Madame la Ministre pour votre contribution, et je repasse la parole à Monsieur le Ministre pour le 4e intervenant. On est presque... C'est vrai, c'était une matinée très très riche. Je vous demande encore de la patience. Il me reste encore deux illustres intervenants, et non des moindres. C'est vraiment. Alors, c'est Madame Anne Nicolai, elle va parler au nom de l'Union européenne pour nous exposer un peu la stratégie de financement et l'appui de l'Union européenne à la couverture médicale. Moi, je dis toujours sociale, c'est une déformation professionnelle. Je suis ministre des Affaires sociales, alors je me penche toujours vers le social qui englobe à la fois la santé et les autres aspects sociaux. Donc j'ai du mal à prononcer, à m'habituer à la couverture sanitaire ou médicale. C'est la couverture sanitaire. Je crois que à cette occasion, il faut rappeler la qualité des relations que nous avons avec l'Union européenne. Et nous avons tous suivi le discours, l'intervention de son Excellence l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, M. Ribert Joy, et qui a rappelé les efforts déployés dans notre pays, notamment les financements qui sont débloqués pour appuyer la mise en place des RAMED, des régimes d'assistance médicale. Bien sûr, les financements de l'Union européenne englobent toute une panoplie d'activités, y compris l'appui à l'emploi, l'appui à la petite et moyenne entreprise, l'appui à l'économie sociale et solidaire,
Madame la ministre, on sait quelque chose. Certainement que ces relations entre le Maroc et l'Union européenne, eu égard à la place du Maroc et à la position qu'il occupe au niveau régional, cette coopération est appelée à s'intensifier davantage. Je crois que l'exposé de Madame Anne Nicolai va nous éclaircir sur cette question-là. Comment, parce que propose l'Union européenne pour accompagner justement ce mouvement à travers mondial? À vous la parole, madame. Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers participants, merci de me donner l'occasion aujourd'hui de faire un bref exposé sur la stratégie de l'Union européenne en matière de couverture médicale universelle, qui vous permettra de voir quelle importance elle y accorde. Au préalable, je voudrais rappeler quelques principes de base de l'action de l'Union européenne sur la scène internationale. Ils sont basés sur la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Et les principes de base qui gouvernent les politiques de l'Union européenne en santé, ce sont les valeurs communes de solidarité pour un accès équitable et universel à des soins de qualité. Je voudrais aussi rappeler que l'action extérieure de l'Union européenne applique les principes de l'efficacité de l'aide, notamment l'alignement avec les politiques nationales et les systèmes nationaux, et une meilleure collaboration avec les partenaires techniques et financiers, qu'elle vise là, une cohérence accrue de ces politiques au service du développement à tous les niveaux, et qu'elle encourage le dialogue politique, sectoriel, stratégique, avec toutes les parties prenantes au niveau national également. Je voudrais vous faire un petit panorama des politiques qui gouvernent l'aide de l'Union européenne dans les pays tiers et qui sont reliées à la couverture sanitaire, la couverture médicale universelle. Nous avons tout d'abord la politique générale de développement des actions de l'Union européenne qui est appelée le programme pour le changement. Ensuite, nous avons les politiques sectorielles, celles qui sont liées directement à la santé et à la protection sociale. Et ensuite, nous avons le paysage de l'après 2015, dans lesquels la couverture médicale universelle a aussi très largement sa place. Je vais les passer en revue brièvement pour vous, une par une. Le programme pour le changement est une politique de santé qui a été initiée en 2011, qui a été proposée en 2011, et qui oriente la conception et la mise en œuvre des instruments d'action extérieure au titre du cadre financier pluriannuel de 2014-2020. Ce sont donc les principes qui vont gouverner la conception et la mise en œuvre des programmes financés par l'Union européenne entre 2014 et 2020. Son objectif premier est l'éradication de la pauvreté. Elle repose sur deux piliers fondamentaux: la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, et sur la promotion d'une croissance inclusive et durable. Les droits de l'homme, ce pilier requiert une approche basée sur les droits, en particulier le droit à l'accès universel et sans discrimination aux services de santé. Le deuxième pilier encourage une croissance plus inclusive, caractérisée d'abord par la capacité des citoyens à participer à la création de richesses et d'emplois et à en recueillir les fruits, et ensuite à appuyer le développement humain centré en premier lieu sur la protection sociale, la santé et l'éducation. En ce qui concerne le développement humain, l'Union européenne a pris l'engagement de consacrer au moins 20% du volume de l'aide envers les pays tiers au développement humain. Ces deux piliers se renforcent mutuellement. Je voudrais revoir Merci. En ce qui concerne la protection sociale, un des objectifs principaux est de soutenir les systèmes et les socles de protection sociale. Et en ce qui concerne
la santé, un appui aux réformes sectorielles qui élargissent l'accès à des services sanitaires de qualité, en mettant en place et renforçant des systèmes de santé, en réduisant les inégalités d'accès aux services sanitaires, en promouvant la cohérence des politiques et en accroissant la protection contre les menaces sanitaires mondiales dans le but d'améliorer les résultats en termes de santé au bénéfice de tous. Dans la politique sectorielle de la santé de l'Union européenne, qui s'intitule « Le rôle de l'Union européenne dans la santé mondiale » et qui a été passée en 2010, la couverture universelle ou l'accès aux services de santé pour tous tient un rôle prédominant. Il s'agit d'un défi identifié pour la santé mondiale dans cette politique. Les conclusions du Conseil, qui ont donc endossé cette politique, sont très claires. Le soutien fera en sorte que les principales composantes des systèmes de santé, les travailleurs de la santé, l'accès aux médicaments, l'infrastructure et la logistique, le financement et la gestion seront suffisamment efficaces pour permettre une couverture universelle de soins de base de qualité grâce à une approche globale et fondée sur les droits. Je vous ai remis là la petite boîte magique dont David Evans nous a parlé en premier lieu, qui symbolise un petit peu les trois aspects de la couverture universelle et les choix qui y sont relatifs. Mais cette politique de l'Union européenne dans la santé mondiale montre également l'importance du renforcement et du soutien des systèmes de santé. Pour soutenir efficacement ces systèmes de santé, il convient d'être attentif à mobiliser les ressources nationales des pays qui les mettent en place. Mobiliser les ressources nationales en veillant à l'amélioration de la gouvernance fiscale et en s'assurant de la part que le budget national consacre à la santé est suffisante et est utilisée efficacement, et en mettant en place des régimes équitables de financement de la santé dans le cadre de modèles et de mécanismes de protection sociale qui prévoient la mise en commun des ressources, évitent les paiements directs et tendent à assurer une couverture universelle et équitable des soins de santé essentiels. La politique de l'Union européenne en matière de protection sociale dans la coopération au développement, passée en 2012, indique qu'en moyenne, seul environ 20% de la population mondiale en âge de travailler a accès à une protection sociale complète. Comme il a été déjà expliqué et ce matin, la protection sociale englobe bien plus que la couverture médicale universelle, mais elle l'englobe également. La définition de la protection sociale, elle peut être définie comme les mesures et les actions qui visent à augmenter la capacité de tous les individus, mais surtout des groupes les plus pauvres et vulnérables, à échapper à la pauvreté ou à éviter d'y tomber et à mieux gérer les risques et les chocs. Et puis, elle vise aussi ces actions à fournir un niveau de sécurité sociale plus élevé grâce à la sécurité des revenus et à l'accès aux services essentiels, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation, tout au long des périodes d'activité et d'inactivité, ainsi que des périodes de besoin au cours de la vie. Je vais faire un petit aparté sur la protection sociale de l'Union européenne, qui place quelques éléments de son financement. La protection sociale est au cœur du modèle social européen. Elle inclut la couverture médicale universelle. Elle relève de la responsabilité de chaque État membre. Chaque modèle est chargé d'histoire et d'empreintes culturelles. Il n'y a pas jusqu'à présent de mise en commun des systèmes d'assurance de protection sociale. Cependant, on essaye d'avoir des analyses et des indicateurs communs qui nous permettent de faire un suivi et des comparaisons entre les différents systèmes. Le rôle de redistribution des revenus de ce système de protection sociale est énorme. Les dépenses de protection sociale représentent en moyenne 29,5% du PIB en 2012 sur les 28 États membres de l'Union européenne, dont près d'un tiers pour l'assurance maladie, qui n'est pas le chef de dépenses le plus important, ce sont les retraites qui constituent le premier poste de dépense de la protection sociale dans le système européen.
Comme vous le voyez sur cette carte, les pays qui sont le plus en vert sont ceux qui dépensent le plus sur la protection sociale. Il y a un maximum de 34,6% du PIB qui est consacré, par exemple, dans un pays comme la France ou comme l'Irlande, et un minimum de 13,8% du PIB pour les dépenses de protection sociale, pour un paquet complet dans les teintes les plus claires, hein, en jaune clair, hein, dans les pays de l'Est principalement, avec une moyenne donc de 29,5%. Dans les pays, dans les économies en développement, les dépenses liées à la protection sociale représentent environ un quart de celles des économies avancées. Les problématiques sont différentes entre les pays à bas revenus et les pays à revenus intermédiaires. Il y a cependant des défis communs, c'est d'assurer un financement durable, d'étendre la couverture, de renforcer les capacités institutionnelles. La couverture est souvent un très gros problème dans l'évolution du système de couverture médicale universelle ou de protection. Une fois que les secteurs les plus faciles à capturer sont inclus, il reste à inclure les populations informelles et les populations qui sont les plus précarisées dans un système de protection sociale. Ce sont évidemment les problèmes les plus difficiles à résoudre. Par rapport au financement durable, souvent certains pays à bas revenus ont une assiette fiscale réduite, ou bien une faiblesse des ressources ou des dotations insuffisantes qui sont données à la protection sociale, qui bloquent l'évolution de la couverture et de l'étendue du système de protection sociale. La stratégie de l'Union européenne en matière de protection sociale dans les économies en développement promeut avec la communauté internationale l'initiative mondiale de socle de protection sociale et établit des partenariats différenciés suivant les besoins des pays. Elle fournit de l'assistance dans l'établissement et la consolidation des systèmes de protection sociale. Dans les États fragiles ou les situations post-crise, post-conflictuelles, des financements de prestations sociales ou des transferts sociaux, leur conception de tels programmes et leur mise en œuvre sont aussi des types de programmes que l'Union européenne finance, et elle contribue à une mise en place de systèmes reposant sur un financement national et donc travaillant à leur pérennité. Dans l'agenda de l'après 2015, nous avons plusieurs communications. La Commission et l'Union européenne ont mis un certain temps pour prendre position par rapport à l'agenda de l'après 2015. La plus récente est Une vie décente pour tous, qui était endossée en décembre 2014 par le Conseil de l'Union européenne. Elle souligne le caractère universel que le programme de l'après 2015 doit prendre. Elle insiste sur une approche par les droits, englobant tous les droits de l'homme et intégrant les trois dimensions du développement durable, c'est-à-dire les dimensions économiques, sociales et environnementales. Elle prône une approche adressant en priorité l'éradication de la pauvreté et les inégalités et identifie la santé comme le 4e secteur prioritaire des 17 domaines qui sont inscrits dans cette communication, le 3e étant la sécurité alimentaire, donc la lutte contre la faim. Comme l'a exposé ce matin plus tôt Monsieur David Evans, le groupe de l'Open Working Group des Nations Unies a lui proposé une liste de 17 cibles également pour l'après 2015, avec 169 domaines ciblés et actions. Pour la santé, qui est la cible numéro 3, la cible globale est d'assurer des vies en bonne santé et de promouvoir le bien-être pour tous à tout âge. La couverture médicale universelle, comme il l'a dit, est l'un des domaines cibles. C'est le seul qui soit en fait transversal dans l'après 2015, mais il reste que c'est l'indicateur, le domaine cible numéro 8 de cet indicateur pour la santé, de cette cible globale pour la santé. Mais les travaux ne sont pas terminés. Le Conseil de l'Union européenne note le fait absolument indispensable que tout le monde bénéficie d'un enseignement de qualité, d'une couverture médicale universelle et d'une protection sociale
qui sont autant d'éléments essentiels pour parvenir au développement durable. Voilà l'agenda de l'après 2015. Du point de vue de l'Union européenne, la couverture médicale universelle est donc au cœur des politiques de l'Union européenne dans les pays tiers. Elle est un des grands défis pour la santé mondiale. Elle est adressée par des approches différenciées en fonction des besoins et des capacités. Elle applique, l'action de l'Union européenne applique les principes de l'efficacité de l'aide. Le dialogue sectoriel, stratégique et sociétal est primordial et elle fait partie du paysage de l'après 2015. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Anne Nicolai de l'Union européenne pour votre contribution très fructueuse. La Commission européenne, merci beaucoup. La Commission européenne, et je vous remercie aussi pour avoir fait et de continuer à faire de l'appui aux politiques de protection sociale de manière générale et notamment la couverture médicale, une des priorités dans vos actions, dans vos programmes d'action, dans votre stratégie. D'ailleurs, pour notre pays, la Commission européenne a accompagné notre pays depuis 2002, depuis le cadre légal et réglementaire, dans le cadre d'un premier programme structurant sur la base d'un don. Elle a aussi appuyé la consolidation de l'AMO et la généralisation d'IRAMED à travers un deuxième programme. Et aujourd'hui, on est sur un troisième programme qui consiste à appuyer le pays, notre pays, à consolider le RAMED et à surtout appuyer l'extension de l'assurance maladie obligatoire pour qu'elle puisse atteindre les autres catégories, notamment les étudiants, les indépendants et les ascendants. La particularité de la stratégie de la Commission européenne dans ce domaine, c'est qu'il s'inscrit dans une approche comme ça a été présenté. Tous les programmes qui ont été dont a bénéficié notre pays s'inscrivaient effectivement dans cette démarche globale, cohérente, qui visait l'atteinte de la couverture universelle. Et c'était un appui à toutes les composantes du système de santé au niveau financement, au niveau gouvernance, au niveau accès aux médicaments, au niveau des ressources humaines et surtout au niveau du management des établissements de santé. Encore une fois, merci pour votre contribution et nous sommes très contents de voir aussi que vous êtes en train d'étendre votre action pour la couverture sociale de manière générale parce que c'est un des leviers du développement économique et social d'un pays. Je vous remets le micro, Monsieur le Ministre, pour le dernier intervenant. Pas plus, hein. Si vous nous retenez la dernière fois, je n'accepterai pas parce qu'on commence à... Mais vraiment, bravo pour la salle. Ils sont d'une assiduité et d'une patience remarquables. Je tiens à vous féliciter. Effectivement, le dernier intervenant, et non des moindres, c'est M. Thomas Livens. C'est un consultant international et économiste de la santé qui va nous présenter une étude de la stratégie de financement, bien sûr financée par la BAD, la Banque africaine de développement, qui est notre partenaire essentiel. Et je crois savoir que le Maroc est le premier client de la BAD au niveau africain. Si je me trompe, vous me corrigez, madame. On est les premiers. Et nous tenons à y rester. Parce que nous avons une coopération exemplaire. Comme ça a été prouvé tout au long des années. La BAD intervient bien sûr dans la santé, dans les secteurs sociaux en général, dans l'infrastructure. C'est des lignes de crédit qui sont très utiles et très fécondes pour notre développement. Et je crois que la stratégie de financement va nous apporter des éclaircissements sur cette question épineuse des financements de la santé. Et je crois que monsieur le consultant va nous présenter la quintessence de l'étude en quelques minutes. Si vous pouvez nous faire gagner 5 minutes, vraiment ça va être parfait. Merci. À vous la parole.
Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs de département, Mesdames et Messieurs représentants des agences internationales comme nationales, Mesdames et Messieurs. La stratégie de financement de santé est un aboutissement d'un processus qui a été mené par le ministère de la Santé avec l'appui financier de la BAD, la Banque africaine de développement. Le processus a commencé en décembre 2013 et en 2014, 2 études ont été faites par le ministère de la Santé avec l'appui et la gouvernance d'un comité de pilotage qui ont abordé à des recommandations sur lesquelles s'est fondée la stratégie de financement que je vous présente aujourd'hui, qui est en voie de finalisation. Donc le Maroc s'est engagé à réaliser le droit à la santé pour toute la population marocaine. Ces droits ont été élaborés dans pas mal de documents politiques de haut niveau, comme la Constitution de 2011, et ainsi Sa Majesté le Roi Mohamed VI a à maintes reprises renforcé ou souligné la nécessité que toute la population marocaine, et surtout la population la plus vulnérable, ait accès à des soins de santé de qualité. Le gouvernement a fait de la couverture sanitaire universelle la charnière ouvrière, donc le moyen, du droit à la santé et de ses politiques opérationnelles. Et donc vous voyez aussi le cube magique ici. Donc le gouvernement s'est engagé au Maroc que toute la population ait accès à un panier de soins bien défini, de haute qualité, avec protection financière ou sans dépenses catastrophiques. Le gouvernement, pour opérationnaliser la CSU, la couverture sanitaire universelle, a pris un nombre d'initiatives, notamment au niveau législatif. La loi 6500 portant code sur la couverture médicale de base a été très importante et notamment a permis de consolider ou de mettre sur pied les 3 régimes les plus importants actuels au Maroc, qui sont la CNSS, CNOPS et le RAMED pour les plus vulnérables. Ces actions, ces initiatives gouvernementales ont mené à des succès notables, notamment par exemple en termes de couverture de la population, qui a passé de 16% en 1997 à 53% en 2013. Également, un des grands objectifs de la couverture sanitaire universelle, c'est la mise en commun des risques sanitaires et des ressources financières. Donc au niveau des risques sanitaires, comme on a dit, 53% de la population a été couverte. Prochaine diapo, s'il vous plaît. 53% de la population est couverte, ce qui correspond à 44% des dépenses totales de la santé. Et donc vous voyez ici les différents caisses ou les régimes en place, dont les plus petites, les caisses qui préexistaient l'AMO de 2002, les caisses internes et les mutuelles et les assurances indépendantes, sont actuellement en train d'intégrer dans la CNSS-CNOPS. Et si la CNSS-CNOPS et le RAMED un jour s'unifient aussi, on va vers l'idée de la caisse unique qui a été mentionnée au panel auparavant. Plus naturellement, prochaine diapo s'il vous plaît, très naturellement, il reste du chemin à faire et le gouvernement se voit aujourd'hui confronté à un nombre de défis au niveau de la réalisation de la CSU. Le premier défi, et sans doute le défi le plus aigu au Maroc aujourd'hui, c'est le sous-financement du secteur de la santé. Donc si on compare le Maroc à des pays à revenus similaires, on voit que les dépenses totales gouvernementales allouées à la santé sont très faibles, ou sont très faibles comparées à d'autres pays à revenus similaires. Donc la question ici se pose, est-ce que le Maroc se donne les moyens pour réaliser ces objectifs politiques? Un autre défi important, c'est quand la couverture jusqu'à 53% de la population est très importante, était un succès marquant, il est également vrai que 47% de la population actuellement ne bénéficie pas d'une couverture et il reste du chemin à faire. C'est surtout dans le secteur informel que ce problème se situe et au niveau des travailleurs indépendants.
D'autres défis auxquels se va se confronter le ministère de la Santé, c'est l'accessibilité géographique, où 24% de la population vit plus loin de 10 km du premier centre de santé de base, manque de ressources humaines assez généralisé au Maroc, donc il y a pénurie et problème de distribution de ces ressources humaines sur tout le territoire du Maroc, disponibilité des médicaments surtout dans les établissements publics et aussi au niveau global du médicament au Maroc, une prépondérance des princeps au détriment des médicaments essentiels de base qui augmentent le coût total du médicament de manière non nécessaire. Finalement, la manière dont le Maroc aujourd'hui finance ses hôpitaux mène à une situation où l'efficacité et la performance du secteur hospitalier n'est pas optimale. Donc c'est notamment pour affronter ces défis que le gouvernement marocain, et notamment le ministère de la Santé, a formulé un nombre de solutions qui font partie de la stratégie de financement de la santé. Et donc cette stratégie de financement décline la façon assez précise dont le gouvernement compte surmonter ces défis et réaliser le droit à la santé pour tous. Les actions qui sont détaillées dans la stratégie de financement sont groupées dans 5 chantiers. Le premier chantier, c'est un chantier de costing. Et ici, l'idée est que si le ministère de Santé, avec le ministère de Finances, veut s'engager dans une budgétisation pluriannuelle afin de permettre une planification rigoureuse des activités dans le cadre du programme budget, il faut avoir une meilleure vue de certains éléments clés de costing. Notamment, ces éléments sont dans la stratégie de financement, le panier de soins, il faut une étude actuarielle et une faisabilité financière de ce panier de soins pour toute la population, de la mise en œuvre de la carte sanitaire et de la prise en charge des ramédistes par le ministère de la Santé. Le deuxième chantier s'adresse au niveau de la collecte de revenus. Et ici, la question est comment va-t-on financer la progression vers la CSU? Et donc, la stratégie de financement identifie 3 sous-stratégies. La première sous-stratégie, c'est les gains d'efficience. C'est dépenser mieux l'argent qu'on a déjà. Et donc, le ministère de la Santé a fait des estimations par rapport aux gains d'efficience possibles et ils sont non significatifs, non signifiantes. Et on pense que si la CSU coûterait 130 milliards de dirhams en 2030, c'est un chiffre assez global bien évidemment, avec un système de santé qui est très efficient, on pourrait délivrer le même CSU avec 90 milliards de dirhams en 2030. Donc on voit ici qu'il y aurait des gains d'efficience autour de 0,6% du PIB annuellement dans la période 2015-2030. Et ces gains d'efficience se situeraient surtout au niveau des ressources humaines et du médicament au Maroc. Le deuxième sous-stratégie dans le chantier collecte de revenus porte sur l'augmentation des dépenses publiques pour la santé. Et la graphique à droite montre le taux de taxation par PIB. Et vous voyez une dépression entre 2010 et 2014 qui a fait que le taux de taxation par BIP a chuté dans cette période, qui a fait que le revenu de l'État a été moins dans cette période et aussi la capacité de l'État à allouer de l'argent au secteur de la santé. Mais le gouvernement, dans ses plans économiques, s'est engagé à réaugmenter ce taux de taxation sur BIP dans la période 2014 jusqu'à 2016, jusqu'à 23,5%, et ce qui permettra notamment au gouvernement d'avoir plus de ressources financières et une plus grande capacité à financer le secteur de santé en revanche. Au niveau de la graphique à gauche, avec les barres, essentiellement, ce que cette graphique dit que si le gouvernement marocain allouerait 15% des dépenses totales du gouvernement à la santé, ce qui est la déclaration d'Abuja auquel le Maroc est signataire, elle serait plus ou moins capable, uniquement à travers cette intervention uniquement, à combler l'écart financier qu'on voit ici, qu'on constate aujourd'hui pour la CSU.
Et troisième sous-stratégie dans la stratégie de financement pour la collecte de revenus, c'est les sources innovatrices de financement. Et c'est un ensemble de taxes dont le revenu serait alloué directement à la santé. Le ministère de la Santé a étudié 7 possibilités, dont les taxes mobilophonie, transport aérien, tourisme, secteur privé, fonds dormants, etc. Et la graphique montre qu'à gauche, les barres horizontaux grises, c'est l'écart financier à niveau, et à droite, en couleur, c'est l'apport que puissent donner les sources innovatrices de financement dans le temps, entre 2015 et 2030. Et ce qu'on voit ici, c'est que, bien entendu, donc, ces sources innovatrices de financement puissent donner un apport, mais ne puissent pas résoudre le problème. Ce n'est qu'une contribution pour la CSU au niveau du financement. Et finalement, au niveau du chantier 2, je ne vais pas rentrer dans la graphique, dans le détail de la graphique. Prochain diapo, s'il vous plaît. Mais ce qui est très clair au niveau d'une étude fiscale, c'est que le Maroc dispose d'assez de fiscal, de revenus ou de marge budgétaire ou d'espace fiscal pour la santé spécifique. Donc c'est plutôt une question de volonté politique et de trouver le bon mix entre différentes sources de financement que de dire on n'a pas assez d'argent. Le troisième chantier, oui, encore une fois, merci. Le troisième chantier concerne la mise en commun des risques de santé et des ressources financières, et donc bien entendu, la couverture sanitaire universelle a comme objectif une plus grande mise en commun des risques sanitaires et des ressources financières pour que les bien portants puissent soutenir dans la solidarité les malades et les plus nantis puissent soutenir les plus pauvres. Et donc, ici, la stratégie de financement détaille un nombre assez grand d'activités pour rendre plus efficaces les caisses et les régimes existants au niveau de CNSS, CNOPS et RAMED et leur intégration et aussi, naturellement, soutient la recommandation de la mise en œuvre de l'AMI. Au niveau du quatrième chantier, le quatrième chantier concerne l'achat de services et ici, le ministère de la Santé propose de financer son secteur hospitalier public d'une autre manière. C'est un financement qui est basé sur la performance des hôpitaux et pas non sur base historique. L'idée, c'est de rendre les hôpitaux plus autonomes au niveau de la gestion des ressources financières et des ressources humaines. Et tout ça dans un cadre de redevabilité de ces hôpitaux également dans le cadre du programme budget. Faisant ainsi, il est clair que et le ministère a déjà commencé à mettre en place un nombre de ces réformes, on finirait, on aboutirait avec un système ou un secteur hospitalier qui est plus efficient et plus efficace à la fin. Finalement, le cinquième chantier concerne un nombre de mesures d'accompagnement clés de la CSU. Et le premier, c'est la réévaluation du panier de la CSU. Et ici, il faut se poser la question si le panier de soins tel que défini dans la loi 6500 n'est pas trop généreux et s'il est fiscalement pérenne pour une CSU complète dans le temps. Et donc, si on compare ce panier de manière un peu légère avec d'autres paniers dans d'autres pays, il est relativement généreux. Donc, il faut s'assurer, avant qu'on continue avec la CSU, qu'on puisse financer ce paquet de soins. Deuxièmement, il faut investir dans un système d'information pour le système de santé et au niveau des intrants, au niveau du système de santé, ressources humaines, ressources financières, médicaments, mais aussi au niveau des produits, notamment en soins ambulatoires et en soins hospitaliers. Ça, c'est indispensable, un tel système, pour la majorité des activités listées en fait dans la stratégie de financement de soins de santé. Et la dernière action, il faut la CSU, comme très clairement, est très complexe et beaucoup d'acteurs dans la société impactent de manière indirecte ou directe sur la CSU. Donc il faut s'assurer à tout moment qu'on a une coordination qui soit unifiée, responsabilité et très efficace. Et donc ce dernier point porte à ça. Donc en conclusion, le Maroc a choisi la CSU
comme charnière ouvrière pour réaliser le droit à la santé pour toute la population. Le gouvernement a entrepris un nombre de réformes menant à des succès notables et marquants et reconnus internationalement. Bien naturellement, le projet n'est pas achevé et du chemin reste à faire pour réaliser tous les objectifs de la CSU. Et donc la stratégie de financement regroupe les solutions que le ministère de la Santé et le gouvernement a aujourd'hui identifiées et donc décline la façon dont le gouvernement compte surmonter les défis et réaliser le droit à la santé pour tous. Merci. Merci. Merci, M. Thomas, pour votre présentation des résultats de l'étude sur la stratégie de financement. En fait, l'étude sur la stratégie de financement est un couronnement aussi d'une coopération ancienne avec la BAD, qui a aussi appuyé la réforme médicale de la couverture médicale de base. Et c'est une étude qui vient à point nommé dans la mesure où, si on voit les chiffres, les résultats des comptes nationaux de la santé, entre 2006, c'est-à-dire au lendemain de l'avènement de l'AMO, et en 2010, la configuration et la structure de financement au Maroc n'a pas changé. On est resté sur 54% de contribution directe à la dépense de la santé, 19% pour le financement fiscal et local, et 18% pour l'assurance maladie et 25% pour le budget de l'État. Donc ça n'a pas beaucoup changé, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Et nous attendons, je crois que les amis de la DPRF ou le ministère de la Santé sont en train de travailler sur les comptes nationaux de 2013 ou 2014. Je ne sais pas sur quelle année ils sont en train de travailler pour qu'on puisse avoir l'impact sur la structure de financement et la configuration de financement au Maroc donnée par le RAMED, par le régime d'assistance médicale. Donc nous attendons beaucoup de ces comptes pour qu'on puisse voir. Donc même l'étude sur le financement de la santé au Maroc est une de mise en œuvre aussi des orientations royales, parce que dans la lettre royale qui a été envoyée aux participants de la conférence nationale sur la santé qui a été tenue à Marrakech, on a parlé dans la lettre royale de financement innovant. Donc il y a matière aussi de lancer ce débat sur les financements au niveau pour effectivement régler cette problématique d'insuffisance de financement par rapport à des pays à économie similaire, sachant que le Maroc aujourd'hui est arrivé à 6,2 du PIB pour le financement de sa santé. Donc déjà, si on se compare par rapport à d'autres pays, on pourrait effectivement dire que nous pouvons, avec ce financement, faire beaucoup de performances par rapport à ce que nous faisons. Donc sur ce, je voudrais redonner la parole à M. le ministre pour conclure cette première séance plénière. Et je voudrais vous remercier les organisateurs de m'avoir donné ce privilège de co-présider avec M. le ministre cette séance plénière. Monsieur le ministre. Je dois dire d'abord que vous avez été un co-président parfait, voire idéal. Vous m'avez facilité la tâche. M. Hazem est un fin connaisseur du secteur de la santé, puisqu'il est le gendarme de la santé, parce qu'il veut... Si les choses marchent, c'est grâce à lui, parce qu'il veille à l'équilibre et à la pérennité du système, et pour éviter tout dérapage. Nous avançons prudemment, lentement mais sûrement, parce qu'il faut qu'on réussisse ce projet-là. Et je crois que quand on a entendu les différentes interventions, je m'associe à Madame la Ministre pour exprimer notre optimisme. Je crois qu'il y a lieu d'être optimiste. Pourquoi? Parce que la volonté politique y est, elle est même plus forte pour aller de l'avant. Le soutien de nos partenaires y est également, il est plus fort, il va se renforcer davantage. Les moyens, ils ne seront jamais suffisants. Ça, c'est une loi. Il ne faut pas s'attendre au miracle. Mais, et là, je rejoins aussi l'avis de ces Hazim, c'est que, et je parle en connaissance de cause, avec le peu de moyens, on peut faire des merveilles. Je tiens encore une fois à féliciter tous les intervenants,
pour leur excellente prestation et à remercier la salle pour son intérêt, ce qui augure déjà du succès de ce symposium. Je vous invite, je crois, si je ne me trompe pas, même si depuis tout à l'heure on parle de manque de moyens, ça ne nous empêche pas de manger un sandwich parce qu'on en a besoin pour notre santé. Je vous invite donc à prendre un petit déjeuner et à reprendre le travail à 15 heures.